Bonjour Elodie, bonjour tout le monde. Donc du coup, l'ANPP, Association nationale des pôles territoriaux des pays, donc du coup, dans laquelle nos territoires en fait inscrivent le dialogue territorial comme étant un sujet prioritaire dans la manière de définir les politiques publiques. Je fais merci pour le petit clin d'œil de Charles Benoît qui a parlé effectivement du Vademecum qu'on a publié l'année dernière sur la notion de projet de territoire, dans lequel en fait la définition du projet de territoire en fait est un projet de territoire stratégique intégré partagé. La dimension de partager, on revient sur la question du dialogue territorial. Donc, avant toute chose, c'est savoir de quoi on parle en fait par rapport au dialogue territorial et comment on le met en œuvre. C'est-à-dire que sur la définition, par exemple, du projet, ou ça vaut également pour d'autres outils ou d'autres dispositifs contractuels, en fait, il est absolument nécessaire en fait d'y associer le plus largement possible si on veut que l'ensemble des forces vives du territoire en fait s'insèrent et portent le projet en fait en tant que tel. Alors, c'est évidemment les citoyens, c'est les acteurs socio-économiques, les chefs d'entreprise, c'est les consulaires, c'est les associations. Et donc, en fait, il faut aussi accepter le fait qu'on puisse y avoir des contradicteurs et que les élus arrivent aussi à se dire qu'ils n'ont pas forcément une connaissance complète du territoire et qu'en fait l'expertise des habitants ou des chefs d'entreprise en fait peuvent apporter un éclairage sur une manière de porter en fait les différentes politiques publiques. Alors avant toute chose, quand vous engagez en fait un dialogue territorial quel qu'il soit, il faut être assez clair en fait sur la manière dont on veut mettre en place les choses. Donc en fait à bien donner le cadre, les règles du jeu, si je puis me permettre l'expression, et également quel est le savoir où on met le curseur en termes de dialogue. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 6 grandes échelles, on va dire, au niveau de la participation du dialogue territorial, qui est en fait de la simple information donc au public, donc c'est plutôt énoncer, expliquer les orientations, où en fait on monte à chaque fois donc dans le degré d'intégration, on va dire, du dialogue. Vous avez l'éducation, c'est-à-dire après vous prenez le temps d'expliquer en fait aux personnes que vous sollicitez, où vous avez l'échelle encore au-dessus, donc l'information rétroaction, c'est-à-dire susciter des réactions suite à cette présentation. Ensuite, vous avez une autre phase qui est la consultation, donc recueillir des suggestions, des critiques, accepter les critiques. La coélaboration, donc c'est élaborer une solution en collaboration directe avec les acteurs. Et ensuite, la codécision, qui est la phase ultime, entre guillemets, de la concertation, où en fait vous intégrez pleinement en fait l'ensemble des parties prenantes en fait à la prise de décision finale. Ce dialogue en fait territorial, c'est souvent l'élu qui le décide, et on est vraiment à un tournant en fait dans la manière dont on appréhende, on définit les politiques publiques, et il en va souvent en fait du degré en fait de sensibilité de l'élu par rapport en fait et que la participation au dialogue territorial, en fait l'échelle à laquelle on le met en fait dépend, le curseur dépend souvent en fait de la maturité de l'élu sur le sujet. Parce que pour beaucoup en fait l'élu, on a l'impression d'être un peu dépossédé en fait de leur mission en fait, en tout cas de leur mandat, et alors que c'est plutôt en fait une nouvelle approche de la gouvernance au niveau local qui en fait qui importe. Sur les formes de concertation, en fait, dont on avait parlé avec Elodie, en fait, elles sont vastes, en fait. Jusqu'alors, en fait, il était plutôt le dialogue territorial était assez institutionnalisé au sein, alors notamment des conseils de développement ou des conseils de quartier, par exemple. Mais maintenant, les vecteurs, en fait, en tout cas, les opportunités, en fait, de faire de la concertation ou engager le dialogue territorial peut se traduire au sein, ça peut être des jardins collectifs, ça peut être des tiers-lieux, ça peut être des occasions à l'occasion de la rédaction de candidatures. Je pense au programme Leader, par exemple, en ce moment, qui est en cours, en fait, un peu partout sur le territoire national. Donc du coup, il y a plus la concertation et le dialogue maintenant est multiforme et plus forcément en fait dans un format institutionnel comme on l'a connu jusqu'à présent. Merci Mickaël. Alors, pour compléter ce qu'on s'était dit également en préparation, oui, c'est que certes, il y a différentes modalités, mais que tout l'enjeu, c'est de rendre ce dialogue ou ces modalités de dialogue pérennes dans le temps, et que là, il y avait un certain nombre de conditions à réunir en termes de moyens qui étaient à ne pas sous-estimer en compétences, en moyens, en durée, enfin voilà, garder la pérennité de ce dialogue.
Alors, tout à fait. Ça me fait juste revenir sur un tout petit point. En fait, dans les règles du jeu, il est très important dans le dialogue territorial, pour justement l'inscrire dans le temps, c'est d'avoir un respect pour le temps qui est dédié, enfin qui est donné en fait par tous quelque part ces bénévoles qui prennent le temps, en tout cas, de contribuer au dialogue, en fait, à faire une restitution et à remercier en fait ça. Et c'est toujours la dernière étape en fait qui est toujours assez qui est parfois squeezée parce que le manque de temps, etc. Mais c'est quelque chose, voilà, de primordial, souvent on en avait parlé, à respecter en tout cas le temps qui a été donné. Et puis donc du coup cette concertation, ce dialogue territorial est évidemment indispensable. Hein, j'aurais dû commencer par là. On a eu une crise des gilets jaunes en fait qui était c'était la première des sollicitations, c'est d'associer plus fortement et largement en fait dans la définition des politiques publiques. Mais ce qui est nécessaire et indispensable, c'est également d'avoir une ingénierie dédiée en fait pour ce sujet. Alors l'ANPP, vous avez pu le voir, en fait, on est très régulièrement en fait à monter au créneau sur cette question de l'ingénierie. Nous portons un dispositif en fait qu'on aimerait bien voir aboutir, en fait, qui est le 1% ingénierie, à savoir qu'en fait sur l'ensemble des politiques publiques en termes d'investissement, qu'il y ait 1% de ces volumes financiers qui soient dédiés en fait à l'animation. On est en fait au pied du mur quelque part en fait avec la transition écologique qui s'impose à nous maintenant en fait et qu'il faille accompagner les comportements comme il faut accompagner en fait à une meilleure fluidité dans le dialogue territorial et donc ça s'anime en fait. Et il faut une ingénierie d'animation qui est là justement pour donner du lien, pour faire réseau, pour donner du sens, pour expliquer, pour faire de la pédagogie et accompagner dans la méthodologie. Et en fait, on a besoin évidemment d'une ingénierie formée sur le sujet. Alors jusqu'à présent, ça se faisait beaucoup un petit peu d'une manière bénévole de la part des élus, etc. Mais non, en fait, c'est un vrai job. C'est en fait, il y a des techniques d'animation, il y a des techniques de restitution, etc. Et donc, en fait, mobilisons cette expertise et cette ingénierie qu'on retrouve en fait dans les territoires de projet, donc en l'occurrence pays PETR, mais également dans dans des PNR, dans d'autres, qui ont justement cette approche transversale et cette capacité d'animation de réseau. Merci beaucoup, Mickaël. Et donc, ce que je retiens, c'est des moyens financiers pour soutenir cette ingénierie territoriale et puis aussi pour faire reconnaître les compétences d'animation. Donc, on va parler en fait tout le long de ce webinaire qui sont primordiales, que ce soit côté acteur public, mais on verra après côté aussi acteur privé. Alors, je vois que dans le fil des questions, il commence à y avoir pas mal de questions. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on garde un petit temps à la fin de ce webinaire pour commencer à y répondre. Et si, Mickaël, il y a des questions qui sont faciles à répondre, tu peux ne pas hésiter à y répondre tout de suite. D'accord. J'en profitais juste pour faire un petit clin d'œil par rapport à la pétition que nous avons lancée justement sur le 1% ingénierie. Du coup, je ne sais pas s'il est possible de mettre le lien. Nous avons lancé cette pétition il y a 3 semaines. Alors, en toute transparence, on est entre nous, on est 57. J'avais caressé l'idée d'avoir au moins on va dire 200, 300, 400 signatures d'élus. Nous sommes arrivés à 11 000 signatures. 11 000 signatures, évidemment, qui fait revoir un peu les choses, mais c'est surtout, ça démontre, alors il n'y a pas que des élus, j'en conviens, bien évidemment, mais qui sous-entend bien le fait on touche, et vous touchez le rameau quelque chose du doigt, et qu'en fait, il faut qu'enfin l'État prenne en considération cette approche et ce financement, cette ingénierie. Donc, désolé pour le...